Chapitre 1. Une nouvelle conception pour le futur. Le futur évolution. Tout acte, toute décision et toute évolution ouvre de nouvelles perspectives et enferme d'autres. Mais c'est à nous de décider de l'avenir. Les choses évoluent ainsi lentement dans le passé que c'est à peu près la même lutte quotidienne pour la survie qui se reproduisait au fil des générations. Les structures sociales ainsi que les normes culturelles sont en effet restées immuables durant des siècles. Mais depuis le siècle dernier, les changements sociaux et technologiques ont connu une telle accélération qu'ils sont dorénavant considérés par les gouvernements et les entreprises comme partie intégrante de leur activité. Aujourd'hui, des centaines de livres sont consacrés aux évolutions technologiques, à la gestion des processus commerciaux, à la productivité des hommes et aux problèmes environnementaux, et les universités proposent des filières pointues dans les domaines des affaires publiques et environnementales. Cependant, ils font presque tous l'impasse sur l'élément central de ces divers systèmes, les êtres humains, leur structure sociale ainsi que leur culture. En effet, la technologie, la politique et l'automatisation perdent toute valeur si l'homme ne les accepte pas et ne leur fait aucune place dans sa vie quotidienne. Cet ouvrage présente un schéma consciencieusement élaboré visant à faire converger ces divers éléments vers un avenir durable pour tous et vers des changements fondamentaux quant au regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre monde. Ce projet pourrait voir le jour grâce à une application de la technologie et de la cybernétique centrée sur la sécurisation et la protection de l'homme et de son environnement, ainsi que sur l'avènement d'un monde plus humain pour tous. Comment accomplir une tâche aussi prodigieuse ? Nous devons tout d'abord étudier et inventorier l'ensemble des ressources planétaires disponibles. Avant ces mesures, toute discussion concernant leur rareté ou au contraire leur abondance est inutile. Car avant tout, il nous faut réaliser un état des lieux du monde dans sa globalité. Ces informations compilées permettront de connaître les paramètres d'une humanisation, du développement social et technologique. Pour cela, l'utilisation des ordinateurs nous aidera à définir quelles sont les manières des puits philanthropes et appropriées de gérer les affaires environnementales et humaines. C'est, pour résumer, le rôle de tout gouvernement. Avec des ordinateurs capables de traiter des milliards de bits d'informations par seconde, les technologies actuelles surpassent largement la capacité de l'homme à aboutir à des décisions équitables et durables quant au développement et à la distribution des ressources physiques. Avec un tel potentiel, nous pourrions envisager la fin de nos pratiques de prise de décision politique reposant sur le pouvoir et les privilèges. Grâce à l'intelligence artificielle, l'argent pourra même devenir inutile, particulièrement dans une civilisation de l'énergie où l'abondance matérielle réduira à néant toute notion de pénurie. Le temps est venu où les méthodes scientifiques et technologiques sont en mesure d'apporter l'abondance à tous. Il n'est plus nécessaire de réduire volontairement l'efficacité des objets via une obsolescence programmée ou de recourir à notre vieux système monétaire devenu obsolète. Même si beaucoup se considèrent comme des avant-gardistes, nous restons férocement attachés aux vieilles valeurs du système monétaire. Nous acceptons, sans le remettre suffisamment en question, un système inefficace qui favorise en réalité la survenue des pénuries. La plupart des préoccupations concernant les destructions environnementales et le mauvais usage de la technologie sont fondées, maints écologistes dressent, en se basant sur les méthodes et les pénuries actuelles, un sombre tableau du futur. La destruction de l'environnement, qu'ils prédisent part du constat que les technologies existantes génèrent du gaspillage et sont utilisées de manière irresponsable. Ils sont imprégnés de concepts démodés et des impératifs économiques de chiffre d'affaires et d'attrait commercial. Seuls les plus extrémistes des activistes environnementaux tourneraient le dos au progrès réalisé par l'homme dans des domaines comme la médecine, la communication et la production énergétique et alimentaire. Si l'humanité survit, c'est qu'elle sera parvenue à freiner le gaspillage évident que nous faisons du temps, de nos efforts et des ressources naturelles. Nous pouvons constater cela dans le domaine de l'architecture par exemple. La conservation des ressources doit se voir intégrée dans nos structures mêmes. Si de nombreux centres urbains s'attachent à améliorer leur infrastructure existante avec des nouvelles technologies plus efficaces, ces efforts restent bien en deçà du potentiel qu'offre la technologie. Nous devons non seulement revoir nos modes de pensée, mais également reconstruire la plupart de nos infrastructures physiques en partant de zéro, notamment des installations industrielles, les immeubles, les réseaux hydrauliques, les systèmes électriques, les procédures de production et de distribution, ainsi que le système de transport. C'est à ce prix que notre technologie sera en mesure de résoudre les pénuries et d'apporter une abondance universelle. Si nos priorités sont bien l'environnement et nos congénères, si nous souhaitons véritablement mettre fin aux conflits de territoire, à la guerre, au crime, à la pauvreté,
à la famine et aux autres problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, les outils qui nous aideront à suivre cette nouvelle voie, désormais au service de chacun et non d'une élite, reposent sur une utilisation intelligente de la science et de la technologie. Cette technologie vise à libérer les hommes de leurs emplois répétitifs et ennuyeux, et à leur permettre de jouir pleinement de la grande richesse des rapports humains, dont seul un petit nombre profita jusqu'ici. Cela nécessite de revoir les fondements de notre définition de l'humanité. Notre époque exige que nous déclarions les ressources mondiales patrimoine commun de l'humanité. Les historiens dans 100 ans considéreront peut-être notre civilisation comme appartenant à une période de transition après une ère sombre d'ignorance, de superstition et d'insuffisance sociale, de la même manière dont nous voyons aujourd'hui le monde d'il y a un siècle. Si nous parvenons à créer une civilisation plus saine, maximisons le potentiel humain de chacun. Nos descendants ne parviendront plus à comprendre comment notre civilisation a pu produire qu'un Louis Pasteur, qu'un Edison, qu'un Tesla ou qu'un Salk, ni pour quelle raison les grands progrès de notre époque n'auront été le fait que d'une poignée d'entre nous. Entre cette projection vers un nouveau millénaire et un regard en arrière sur les souvenirs obscurs de notre civilisation, nous voyons bien comment les pensées, les rêves et les visions de l'homme sont conditionnés par la perception des pénuries. Nous sommes le produit d'une culture du manque dans laquelle chaque confrontation ainsi que la plupart des activités doivent se solder par un gagnant et un perdant. Les financements freinant même les développements technologiques, qui a pourtant le plus grand potentiel pour libérer l'humanité de ses insuffisances passées. Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe d'un mode de pensée si primitif. Il est possible de voir nos vies et le monde de bien d'autres manières. Soit nous apprenons à vivre ensemble en coopérant intelligemment, soit nous causons notre propre perte. Pour comprendre et appréhender pleinement cette nouvelle ère qui arrive, il nous faut saisir ce qui lie la création à son créateur, la machine au plus merveilleux des mécanismes jamais écrits, l'être humain. Fin du chapitre 1. Je vous remercie d'avoir écouté. À bientôt pour le chapitre 2.